société au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Quelle a été la gestion exacte des fonds de la riposte Covid-19 en 2020 au Togo? Hier, face aux députés à l'Assemblée nationale, les ministres de plusieurs départements se sont livrés à un exercice d'explication de leurs différentes dépenses. Une occasion de dissiper ainsi toutes les zones d'ombre et interrogations nées de la publication par la Cour des comptes du rapport d'audit de ces fonds. À découvrir dans ce journal. Et puis, les ménages jugés vulnérables de 10 quartiers de Lomé vont bénéficier d'allocations trimestrielles. Une phase pilote ainsi du projet filets sociaux et services de base. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 5 communications. L'essentiel de ce qui a été dit avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwadan. Communiqué du Conseil des ministres du 22 février 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 février 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 5 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté en 2e lecture un projet de décret fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier. Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation du secteur du transport au Togo à travers le métier de conducteur routier et l'amélioration de la sécurité routière. L'adoption de ce texte permet de disposer des informations et données nécessaires pour une meilleure organisation du sous-secteur du transport routier en vue de sa contribution à la réalisation de l'ambition de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à affirmer la place de notre pays en tant que hub logistique et de services. Le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport et d'exercice des activités de transport routier. Le gouvernement, dans le but de renforcer et d'améliorer l'efficacité des services logistiques pour le commerce, s'est investi ces dernières années dans la modernisation des infrastructures de transport ainsi que dans l'amélioration du cadre réglementaire du secteur. L'étude de ce texte qui vise à professionnaliser et organiser le secteur du transport des biens et des personnes, se poursuivra lors d'une prochaine séance du Conseil. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la note de cadrage de la protection sociale présentée par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Cette communication vise à présenter le cadrage général de la politique de protection sociale dans notre pays. Elle fait l'état des lieux des différents dispositifs existants et définit les orientations pour la mise en place d'un système intégré de protection sociale de notre pays. Ceci dans la droite ligne de l'axe 1 de la feuille de route qui ambitionne de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. Le Conseil a instruit pour la finalisation du document de politique en capitalisant sur les initiatives existantes et sur les axes d'amélioration identifiés, notamment en termes de plus grande synergie et de digitalisation des dispositifs.
Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à la digitalisation des services publics de l'administration togolaise, présentée par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Dans le but de simplifier l'ensemble des démarches administratives et de rapprocher davantage le citoyen de l'administration publique, le gouvernement a inscrit au titre des projets prioritaires de sa feuille de route gouvernementale 2020-2025 un projet de digitalisation des services publics. La présente communication a pour objet de rendre compte de l'avancement des travaux menés dans le cadre de ce projet. Au rang des résultats déjà obtenus figure la création de l'agence Togo Digital en septembre 2021 et le lancement en juin 2021 du portail national des services publics digitalisés www.service-public.gouv.tg. Ce portail compte aujourd'hui plusieurs parcours de services opérationnels, notamment les demandes de passeport, de cartes de séjour, de permis de construire, de raccordement à l'électricité basse tension, du duplicata de nationalité et le suivi en ligne de la première demande du certificat de nationalité. L'agence Togo Digital, dont les capacités seront renforcées, poursuit sa mission en lien avec plusieurs entités administratives pour la mise en ligne sur le portail d'une trentaine de parcours de services d'ici la fin du second trimestre de l'année 2023. Ces parcours concerneront des services liés à la promotion des investissements, à la gestion des fonctionnaires ou encore des services du secteur de l'économie maritime. Le Conseil a écouté une troisième communication sur la digitalisation du casier judiciaire et de la demande du duplicata du certificat de la nationalité togolaise, présentée par le ministre de la Justice et de la Législation. La digitalisation de ces deux services, très utiles pour nos concitoyens, illustre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. La communication présentée a permis de constater la très forte adhésion des citoyens à ces nouveaux processus. Ainsi, depuis la réforme, près de 350 000 bulletins ont été délivrés contre une moyenne annuelle de 50 000 bulletins. Cet engouement est lié à la célérité du processus et à la possibilité de demander le casier judiciaire sans se déplacer et de pouvoir le faire livrer en tout lieu de son choix. S'agissant de la digitalisation de la demande de duplicata du certificat de nationalité, lancée en janvier 2023, elle vient répondre à un allongement constaté du délai nécessaire pour l'obtention de ce document. Désormais, la demande de duplicata peut se faire dans 5 chefs-lieux de région et dans 12 préfectures et en ligne. Le Conseil a salué la réussite de la digitalisation de ces processus et a invité les acteurs à poursuivre les actions en vue d'une modernisation de la justice conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale et au bénéfice des populations. Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel aux populations afin de se faire établir le nouveau format du certificat de nationalité plus sécurisé qui facilite la mise en œuvre du processus de digitalisation. Le Conseil a écouté une 4e communication relative à l'ouverture des crèches garderies au Togo, présentée par le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Le gouvernement place au cœur de ses actions prioritaires la promotion de la femme et des enfants. Dans le but de faciliter la conciliation de l'encadrement de l'enfant avec la vie professionnelle des parents, il est nécessaire d'organiser l'accueil des enfants dans des structures respectant des normes et standards. La communication vise à présenter un état des lieux des structures accueillant les enfants dans notre pays. Ainsi, on dénombre à ce jour
28 crèches-garderies sur toute l'étendue du territoire. Cette communication vise à proposer une réglementation qui contribuera à la mise en œuvre réussie des politiques nationales de développement de la petite enfance ainsi que du bien-être de l'enfant au Togo. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à la 17e édition de la Foire internationale de Lomé, présentée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La 17e édition de la Foire internationale de Lomé s'est tenue du 30 novembre au 18 décembre 2022 sur le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CETEF, et cet événement s'est inscrit dans le cadre de la relance de la croissance économique de notre pays après le ralentissement observé en 2020. La réussite de cet événement, qui a regroupé plus de 1143 exposants venus de 22 pays d'Afrique et du reste du monde, est le résultat des actions menées pour le renforcement du rayonnement de notre pays. Il est à noter que toutes les branches de l'économie nationale ont bénéficié des retombées positives de cette foire. Plus concrètement, en termes d'impact économique, cet événement a permis de créer des emplois occasionnels, surtout pour les jeunes et les femmes, de nouer des partenariats d'affaires. Le Conseil a félicité les organisateurs et les a instruits d'accélérer les actions visant à accroître les capacités du centre afin de mieux préparer la prochaine édition. Fait à Lomé, le 22 février 2023, le Conseil des ministres. Et au terme du Conseil, le porte-parole du gouvernement a échangé avec les journalistes présents sur les différents points qui ont été débattus. Il est revenu notamment sur les nouvelles conditions pour avoir la qualification de conducteur routier désormais au Togo, et ceci pour une professionnalisation du métier. Je vous propose un extrait de sa réponse. On peut être transporteur routier, mais attention à certaines conditions. Vous pouvez être transporteur routier si vous avez, d'abord si vous savez conduire et si vous avez un permis de conduire de la catégorie indiquée. C'est la première condition. Mais c'est bien d'avoir un permis de conduire de la catégorie indiquée, de savoir conduire, mais au surplus, et par le jeu de ce texte-là, il va être désormais exigé un certificat de qualification professionnelle. Parce que le permis vous permet de conduire. Mais le permis ne vous permet pas d'exercer le métier de transporteur routier. Il vous faut avoir en plus cette compétence-là que vous obtenez en fréquentant des instituts de formation agréés dans la matière. Donc, en plus du permis de conduire, vous aurez à passer ce certificat de qualification professionnelle pour pouvoir accéder à ce que l'on appelle la conduite professionnelle. La conduite ordinaire est différente de la conduite professionnelle. Vous voyez? Donc, ces exigences-là, couplées à d'autres, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, ce que l'on souhaite en adoptant ce décret, c'est d'aller vers des entreprises de transport, des entreprises qui sont formalisées et qui permettent aux différents collaborateurs de cette entreprise-là de pouvoir exercer leur métier dans des conditions optimales et pour le bonheur de la sécurité routière. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi à la fin de cette édition. Depuis quelques semaines, donc, le sujet alimente les débats. Il s'agit du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Riposte Covid-19 gestion 2020. Les députés ont donc suspendu leurs vacances parlementaires pour une session extraordinaire hier mardi. Face à eux, les membres du gouvernement allaient apporter des précisions sur les zones d'ombre relevées par le dit rapport. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Vacances parlementaires interrompues. Les députés regagnent l'hémicycle plus tôt que prévu. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, une communication du gouvernement. Elle porte sur le fonds de riposte Covid-19 gestion 2020 audité par la Cour des comptes. Le gouvernement, sur la base de l'article 96, alinéa 2 de la Constitution, a saisi la représentation nationale
aux fins de délivrer une communication relative à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre la COVID-19, gestion 2020. En effet, sur le fondement de l'article 86 de la Constitution, le gouvernement avait sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale une habilitation à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi à compter du 16 mars 2020. Par 11 lois, l'Assemblée nationale a déjà ratifié les ordonnances prises par le gouvernement. De plus, conformément à l'article 5 de la loi d'habilitation, je cite, le gouvernement communique à l'Assemblée nationale à sa demande toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la dite loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l'évaluation des mesures. Fin de citation. Il s'agit donc d'un exercice qui participe de la mise en œuvre par l'Assemblée nationale de ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. À l'occasion de ce débat de la nation tout entière, je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure Sazimna Gnassingbé, qui, aux premières heures de la pandémie, a fait ériger des barrières multiformes pour protéger les populations que nous sommes contre la COVID sur les plans sanitaires, sécuritaires, social et économique. D'importantes ressources financières ont été mobilisées pour donner des résultats tangibles reconnus, tant au plan national qu'international, par les partenaires en développement comme l'un des rares pays ayant eu la meilleure approche de protection des populations. Toutefois, et afin d'apporter des précisions, le gouvernement vient éclairer la représentation nationale sur les points de la gestion du fonds irrelatif. Avant le débat, le ministre d'État, Payadowa Boukwesi, plante le contexte. Nous devons accepter que face à un péril imminent, les procédures ne soient pas entièrement suivies. Nous devons admettre que ce qui doit être recherché en toute responsabilité, dans ce cas, c'est l'efficacité des actions et leur impact sur nos populations. C'est avec un sens de responsabilité que le gouvernement revient aujourd'hui devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations sur la gestion du fonds de riposte. Ce sera l'occasion d'apporter des précisions sur les sujets qui ont été évoqués dans l'opinion et de rappeler combien les mesures ont été conduites avec sérieux et pour objectif la recherche de l'efficacité au bénéfice de nos populations. Puis, place aux questions. À l'occasion de l'examen des dossiers au niveau de la Commission des finances, nous avons eu à débattre de long en large sur plusieurs questions qui sont concernées par ce rapport. Le riz commandé n'était pas destiné à être distribué comme cadeau, à aller dans nos assiettes directement. Il faut que les choses soient claires, parce que c'est ce qu'on nous dit. Pour nous qui sommes vivants, la responsabilité aujourd'hui n'est pas tellement de savoir qui est coupable de quoi, mais en toute responsabilité de regarder ce qui s'est passé et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Par rapport au ministre du Commerce, juste avoir la garantie que les importateurs ont payé la totalité de la somme qui fait objet de polémique. Nul ne peut aujourd'hui dire que pendant cette crise, le gouvernement n'a pas été présent auprès des populations. À leurs préoccupations, le gouvernement répond. Il salue au passage le travail de la Cour des comptes. Les manquements appellent à des réformes. Il me semble qu'il faut d'abord dans l'ensemble saluer le travail qui a été fait par la Cour avec ses imperfections et ses qualités. Ces qualités, nous avons retenu des leçons importantes et des recommandations. Cela va impacter la réforme de nos textes pour les adapter aux situations d'urgence et d'extrême urgence. Le riz dont on parle, si on calculait nos délais de commande, normalement, on était à 4-6 mois de livraison.
Mais la méthode anglaise qui a été trouvée nous a permis de gagner un temps extrêmement précieux pour pouvoir livrer le riz à nos compatriotes dans des délais extrêmement courts. Donc ces tests ces recommandations de la Cour vont avoir un impact sur l'amélioration nécessaire de notre législation. La deuxième, la Cour dit que nos administrations également doivent être diligentes dans la préparation, notamment les comptables, dans la préparation des dossiers et des pièces comptables lorsque des opérations faites, quelles que soient les circonstances. Il me semble que c'est une recommandation intéressante. Nous allons renforcer les capacités des administrations également par rapport à cela. On parle de dérapage, c'est parce que vous avez dérapé au niveau du déficit budgétaire. Nous disons non. Nous avons réalloué certaines dépenses pour faire face au social. En ce moment-là, il fallait sauver des vies. Et l'eau, c'était très important. La représentation nationale, visiblement satisfaite des échanges avec le gouvernement. Yawadi Goli Tchegan apprécie la promptitude du gouvernement à sauver sa population, quand on sait que la pandémie a tué par millions dans le monde. La vie n'a pas de prix. C'est pour ça que nous continuerons de rendre grâce à Dieu qui a permis que les mesures qui ont été prises par le gouvernement aient donné des résultats, puisque personne ne pariait sur ce qui allait découler de tout ce que nous faisions. Il fallait parer au plus pressé, il fallait sauver la vie et il fallait aussi se remettre dans le contexte de la période. Nous pouvons vraiment être fiers aujourd'hui de cet exercice que nous avons fait ensemble. Il a fallu du sang-froid, du courage, mais au vu de tout ce qui a été développé, je crois qu'il fallait aussi faire preuve d'ingéniosité. Il fallait de l'engagement, il fallait aussi le sens de responsabilité, la capacité de respecter la vie humaine et à la protéger par les moyens qui sont à sa disposition. Le sens de l'anticipation. L'Assemblée nationale aussi, dans ses prérogatives, avait besoin d'avoir une meilleure compréhension de toute la gestion des fonds de riposte Covid. Nous ne pouvons que remercier et exprimer toute notre admiration au président de la République. Les explications données par le gouvernement ont éclairé les zones d'ombre et dissipé les doutes. Et il propose à présent de suivre les explications des ministres des Finances, de la Sécurité et de la Santé sur la gestion faite de ce fonds dans leurs différents départements. Devant les députés, ils ont apporté des éléments justificatifs de toutes leurs dépenses. Écoutez ça là. Les députés, attentifs aux explications du ministre Sani Yaya sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. L'exercice vise à rassurer l'opinion publique que ce fonds est géré de la manière la plus transparente. Avec preuve à l'appui, le ministre de l'Économie et des Finances a justifié toutes les dépenses effectuées dans la lutte anti-Covid. Au regard des pièces justificatives complémentaires que le gouvernement a apportées, la Cour a donné titus que la gestion des fonds, que ce soit en recettes, que ce soit en dépenses, s'est faite, dans le respect des procédures de la commande publique, les textes existants et des textes même qui ont été pris dès le début de la pandémie. Les dépenses qui ont été exécutées en respect des obligations des conventions de financement avec l'ensemble des partenaires. Elle a fait des recommandations, dont certaines pertinentes pourraient être prises en compte dans notre dispositif national pour améliorer en tout cas nos procédures. Nous en avons pris acte. Sur les 173 milliards mobilisés pour le compte du fonds Covid, le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile en a consommé 6,4%, soit près de 7 milliards de francs CFA. L'occasion a été donnée au ministre Damram Yark d'éclairer la lanterne de la représentation nationale
sur la gestion faite de l'argent alloué à son département. À certains endroits du rapport, il y a eu des décharges de 30 et quelques millions. Nous avons mis en place la force spéciale anti-pandémie, avec un commandant de la force et des adjoints, qui doit avoir un état-major. Et un état-major doit fonctionner. Donc, durant tout ce temps, je crois que la Cour a essayé de compiler ce qu'on versait à l'état-major de la force pour dire, voilà, il y a tel montant et il fallait justifier. Il y a eu une facture, on dit, nous avons commandé des masques et des gants par quelqu'un qui n'a pas de carte d'opérateur économique. Ce n'est pas exact. C'est un Togolais qui a vu à l'extérieur, mais il a des affaires ici et il a sa carte d'opérateur économique. La conception du logo a coûté 150 000. Et ce monsieur nous a livré des t-shirts et des affiches. Donc c'est l'ensemble de cette commande qui faisait 15 400 000. Il fallait demander la facture et situer les gens. Les membres de la Cour n'étaient pas exempts d'attraper le virus. Et quand on parle d'état d'urgence sécuritaire, sanitaire, ça veut dire ce que ça veut dire. S'il faut faire appel d'offres, vous allez à la direction des marchés publics, il manque un O, il vous retourne le dossier. Pendant ce temps, nos concitoyens deviennent quoi? Donc, certaines commandes ont été faites sur la marque de l'urgence. Construction d'infrastructures sanitaires, acquisition de matériel et équipements médicaux. C'est à cela qu'ont servi les 9 milliards dépensés par le ministère en charge de la Santé, lui qui était en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Moustapha Mijiyawa est revenu en détail sur les dépenses effectuées par son département dans le cadre de ce fonds, tout en reconnaissant les quelques insuffisances constatées par la Cour des comptes. Il a été mis en place un certain nombre d'infrastructures. On a vu comment le chef de l'État a pris des mesures pour que nous ayons un centre de référence en matière de prise en charge, le CHR Lemeu Commune, dont on a construit un équivalent à Kara qui sera bientôt inauguré. En dehors des 2 centres de référence, il y a 9 entités qui ont été construites avec d'ailleurs la pleine participation du ministère des Travaux publics. Et côté laboratoire, nous avons été le pays qui a mis en place quelque chose d'extraordinaire. Le laboratoire qui a été installé à l'aéroport international Gnassingbé Yadema, en sachant que c'est un laboratoire mobile qui est venu en pièces détachées, qui a été monté. Et d'ailleurs, actuellement que nous sommes en train de sortir de la Covid, les différentes pièces, puisque c'est composé schématiquement de 3 grandes entités, on est en train de voir comment redéployer ces entités-là dans nos formations sanitaires. De la même façon, l'INH a été renforcé à Lomé et il y a une antenne qui a été construite et qui a été inaugurée à Kara. Nous avons vu en direct la réception de beaucoup de matériel, que ce soit les matériels de réanimation, le matériel de protection, le matériel de prise en charge, que ce soit les médicaments, que ce soit les vaccins. Tout ceci a été fait dans des procédures très accélérées pour que nous soyons à l'abri. Et c'est la mise en place de tout ça qui nous a permis d'obtenir les résultats que nous connaissons tous. En se soumettant à cet exercice devant l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement montrent leur bonne foi dans la gestion du fonds Covid. Ils ont tous reconnu les insuffisances relevées par la Cour des comptes. Ils comptent corriger le tir lors d'éventuelles crises ou autres cas d'urgence comme le Covid-19. Leurs collègues du commerce, de l'agriculture et de l'économie numérique également se sont livrés au même exercice et je vous propose à présent de suivre l'extrait de leur intervention dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Grand oral du gouvernement sur le fonds de riposte Covid-19 gestion 2020. Devant les députés, chaque ministre s'explique sur les sommes dépensées. Le ministre du Commerce apporte des justificatifs sur les 31 500 tonnes de riz achetées. À l'époque, après 4 mois, il n'y aurait plus de riz dans ce pays. Un gouvernement responsable, il fallait importer du riz, qui était difficile d'ailleurs parce que tout s'est bloqué. Tout le monde se jette sur les stocks disponibles. Nous avons retrouvé qu'il y avait auprès d'un fournisseur, Olam, une quantité
qui pourrait nous permettre, ajouter à ce que nous avons localement, de tenir au moins pendant 1 an. Ce qui nous a poussé à commander les 31 500 tonnes de riz. Nous avions vérifié également les prix qui étaient pratiqués à l'international. Ces prix oscillaient à l'époque entre 400 000 francs et 600 000 la tonne. Nous avons réussi à négocier le riz rendu Lomé ici à 273 000 francs. Les traces sont là. Le riz a été traité et mis en magasin au niveau du port. Le prix qui est ressorti, c'est 8 601 300 000 francs. Tout calcul fait, s'il faut livrer ce riz au prix de revient, nous n'allons pas pouvoir atteindre l'objectif qui est de rendre le riz disponible sur toute l'étendue du territoire et à un prix abordable. Le gouvernement a décidé de subventionner ce riz encore à 1,3 milliard pour que le sac de riz de 50 kilos revienne à 12 500 et de 25 kilos à 6 250. C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de tension sur la filière riz. Le ministre de l'Agriculture, lui, se prononce sur l'acquisition de l'engrais. On s'est retrouvé face à cette situation où il fallait coûte que coûte trouver de l'engrais pour le mettre à la disposition des producteurs. Donc l'État s'est mis à la recherche de stocks d'engrais auprès des distributeurs agréés. Et donc suite à ces recherches, il y a donc des stocks qui ont été identifiés auprès de 2 distributeurs agréés. Il y avait un total de 16 000 tonnes d'engrais qui étaient stockés au port autonome de Lomé en tierce détention par les banques UTB et Orabank. C'est dans ce cadre qu'un financement à hauteur de 3 372 633 000 francs CFA a été mobilisé afin de permettre à la CAGIA de rentrer en possession de ce stock. Le prix de cession du stock de sécurité d'engrais a été convenu avec les sociétés privées à un prix donc de 10 053 francs CFA le sac de 50 kg, soit 201 060 francs CFA la tonne. Et le prix maximum décidé par le chef de l'État pour la vente aux agriculteurs a été arrêté à 12 500 francs le sac de 50 kg, soit 250 000 francs la tonne. D'une explication à une autre, la ministre de l'économie numérique prend la parole. Son intervention porte sur le système de transfert monétaire Novici. La Cour des comptes, dans sa première évaluation, constate que le Novici a duré du 8 avril 2020 au 11 mai 2020 et pour un montant total de 12 220 470 250 francs. Et la Cour dit, sauf erreur ou omission, il y a un reliquat puisque Novici a pris fin en 2020. Or, Novici n'a pas pris fin en mai 2020 puisque Novici a continué avec les conducteurs de bus, le canton de Soundou, les enseignants volontaires, la région des Savanes. Ce programme-là a continué bien au-delà même de ce que nous avons appelé Novici parce que la plateforme financière ayant fait ses preuves, on a continué à faire les paiements des agents de vaccination jusqu'au 31 décembre 2022. C'est par le biais de la plateforme qu'on les a payés sur tout le territoire pour qu'ils puissent recevoir leur paiement directement. La force anti-Covid aussi directement comme ça. Le ministère de l'économie numérique, le Trésor public a la liste de tous les bénéficiaires. S'il y a reliquat, il se trouve dans les comptes de l'État. D'accord ? Il n'a pas bougé des comptes de l'État puisque c'est le porte-monnaie électronique de l'État togolais. Concernant le paiement des aides des personnes non éligibles relevées par la Cour des comptes, lors du lancement de la plateforme le 8 avril 2020, il y a une erreur de configuration. Quelques professions comme ça qui, au lieu d'être désélectionnées, eh bien on a laissé ça. Il s'agissait d'écoliers, de retraités, d'étudiants. On reconfigure.
Mais il y a 17 500 personnes qui ont pu s'inscrire. Et ces personnes-là ont bénéficié d'une tranche. On a prévenu, donc il y a 2 ans avant même les travaux de la Cour des comptes, on a prévenu le Trésor, on a eu une erreur de configuration. Voici la liste complète des personnes inéligibles qui ont reçu cet argent. On a été d'une extrême transparence sur cela. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de demander à ces personnes de rendre l'argent. Il s'agissait de 96 millions. À cette session extraordinaire, la délégation gouvernementale est soumise aux questions-réponses, de quoi éclairer un peu plus la lanterne de l'opinion. Autre actualité, les différents dispositifs sécuritaires mis en place au Togo pour lutter contre la criminalité, le trafic illicite des drogues et les produits pétroliers s'avèrent efficaces selon le bilan sécuritaire de l'année 2022. La courbe est en baisse et hier, les autorités de la chaîne sécuritaire ont présenté ces résultats et appelé à plus d'efforts afin de maintenir le cap. Les précisions avec Abibé Niasingbe. 42 braquages en 2021 contre 38 en 2022, 47 vols à main armée en 2021 contre 35 en 2022, enlèvement, cambriolage, la courbe de la criminalité violente au Togo est descendante. Une baisse considérable grâce aux différentes stratégies mises en place et exécutées par le ministère en charge de la sécurité. Promotion de la police de proximité, meilleure collaboration avec les populations, renforcement du dispositif sécuritaire et multiplication de checkpoints anti-braquage, organisation des opérations coup de poing et autres rafles. Pour maintenir le cap et avoir davantage de résultats, les autorités des secteurs de la défense, de la sécurité et des transports accordent leurs idées. Elles ne veulent laisser aucune faille aux brigands. Le trafic illicite des produits pétroliers et des drogues a également été évoqué. L'année dernière, plus de 516,175 litres de produits pétroliers de contrebande et 969,0163 kg de drogue ont été saisis. Cocaïne, crack, héroïne, méthamphétamine, cannabis, tramadol, kétamine, autant de substances psychoactives interdites au Togo. Le ministère de la Sécurité met un point d'honneur sur la protection des personnes et des biens et compte sur la collaboration de tous. Après l'intérieur du pays, le projet filets sociaux et services de base arrive à Lomé pour offrir des allocations trimestrielles aux ménages vulnérables. 10 quartiers de la capitale sont choisis pour la phase pilote et les ménages sont actuellement à l'étape d'enregistrement. Et c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB qui pilote ce projet du gouvernement. Les précisions avec Esther Diato et Clarisse Aticlé. Elles attendent chacune son tour pour s'enregistrer et bénéficier du projet Filets sociaux et services de base FSB, une initiative du gouvernement togolais pilotée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Les ménages bénéficiaires auront chaque trimestre une allocation de 15 000 francs CFA sous forme de transfert monétaire. Lucie Mpo est habitante du quartier Agwe à Tchambé à Lomé. Elle espère faire partie des bénéficiaires, tout comme ses sœurs des quartiers Amoutiévé, Lomnava et Tokoin d'Ogbeavou. Le projet FSB a démarré en 2017 à l'intérieur du pays avec des transferts monétaires au profit des ménages vulnérables. Jusqu'en 2021, 61 317 ménages bénéficiaires sont touchés. Objectif, assurer à ces ménages et communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base, aux filets sociaux et aux opportunités d'inclusion économique. Un financement additionnel de 18,9 milliards de francs CFA a permis de reconduire le projet pour le Grand Lomé et 10 quartiers pilotes sur les 45 sont choisis pour l'instant. Après l'information et la sensibilisation dans les quartiers bénéficiaires, il y a cette étape qui consiste à ce que chaque ménage qui se sent vulnérable et qui voudrait ce soutien du gouvernement et de ses partenaires, le ménage vient s'inscrire. Donc c'est cette opération. Puis après,
il y aura une enquête autour des personnes, des ménages qui sont venus s'inscrire et on verra, ça va être le travail de l'INSED. On verra maintenant les ménages qu'on devra accompagner avec ces transferts monétaires. Les personnes qui peuvent bénéficier de ces allocations sont des ménages pauvres qui ont des difficultés pour se nourrir. Également des ménages dans lesquels on trouve des personnes avec des maladies chroniques ou des handicaps et des ménages dans lesquels on a beaucoup d'enfants qui sont peut-être en âge d'être scolarisés mais qui ne sont pas scolarisés, qui sont à la maison. L'opération va s'étaler sur 18 mois. Les bailleurs, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État togolais ont mis la main à la pâte. Jusqu'au 30 juin 2023, 26 250 ménages vulnérables du Grand Lomé auront perçu 6 transferts trimestriels, soit un montant total de 90 000 francs CFA. Dans le lot, 15 000 ménages vont bénéficier de 100 000 francs CFA, en plus d'autres appuis pour développer des activités génératrices de revenus. Fin hier au Togo de la grande croisade d'évangélisation du docteur pasteur Koumoui. Et dans la journée, quelques heures donc avant la fin de cette croisade, l'homme de Dieu a rencontré plusieurs pasteurs des églises du Togo et de la sous-région. Et c'était autour du thème « La vie abondante avec Christ », thème central d'ailleurs de cette croisade d'évangélisation au Togo. Le compte rendu avec Immaculée Baoué Abalo et Abile Nyazingbe. La grande salle du Palais des Congrès de Lomé, bondée de monde. Plus de 4000 hommes de Dieu suivent attentivement le message du docteur pasteur Koumoui à travers le thème « La vie abondante avec Christ ». L'hôte du corps du Christ au Togo a partagé des expériences, des enseignements tirés des versets bibliques de la Sainte Écriture. Dieu m'a aidé à faire pour la croissance des églises tout ce que Dieu m'a donné, je le leur donne aussi. Le ministère de guérison, qui est très important dans l'implantation des églises et le salut des âmes, tout ça, je leur ai montré tout ça pour qu'avec le ministère de guérison, ils puissent faire le ministère et l'église va croître et grandir. Durant son évangélisation au Togo, le pasteur Koumoui s'est adressé aussi à la jeunesse togolaise. Environ 18 000 jeunes, fidèles des églises chrétiennes, ont participé à la campagne du pasteur Koumoui du Nigeria. La voie pour une vie accomplie dans tous les secteurs leur a été indiquée. Tout le monde sait que les jeunes sont les pères, les mères, les leaders de demain. Même si les parents n'ont pas beaucoup de moyens, ils donnent la priorité à l'éducation de leurs enfants. Parmi eux, on verra les présidents, les responsables, les dirigeants du monde demain. C'est pour cela que pendant que nous aidons les ministres de Dieu à faire leur travail, de la même manière, j'aide les jeunes, les préparer pour qu'ils soient prêts quand leur temps viendra. Des prières pour la paix et la sécurité au Togo et dans le monde ont été dites au cours de cette croisade. Et pour les pasteurs, serviteurs de Dieu, c'est un rêve tant entendu qui s'est réalisé avec une expérience prometteuse et porteuse de fruits abondants. Pendant 6 jours, l'homme de Dieu s'est proposé de déverser la puissance sur nous, aller impacter notre société. Le Togo ne sera plus le même parce que nous allons descendre dans la ville de Lomé, nous allons descendre dans toutes les contrées de ce pays et nous allons impacter notre pays. Global Croisade de Koumoui, un programme d'évangélisation initié par le docteur Koumoui, est réalisé pour une première fois au Togo et a pour mission de drainer beaucoup de monde vers Christ. Et puis ce mercredi débute le temps de carême pour les chrétiens catholiques du monde. Moment de recueillement et de prière avant la fête de Pâques. Et le carême a débuté donc par l'imposition des cendres. Et une de nos équipes de reportage a vécu donc justement ce mercredi des cendres du côté de la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé d'Ougan. Le reportage est signé Rémi Béra avec la voix de Ulrich Amega. Au désert comme Jésus,
Les chrétiens catholiques entrent ce jour dans le saint temps du carême, temps de préparation à la Pâque. L'imposition des cendres marque ainsi un temps de pénitence et de conversion du cœur, 40 jours de combat spirituel. 3 exercices spirituels sont nécessaires pour devenir un modèle, ceci conformément à la volonté du Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à un cœur à cœur avec Dieu. Dans nos silences, créer une place à Dieu pour être à son écoute. On ne jeûne pas pendant le carême pour pouvoir perdre du poids ou bien pour faire un régime, mais plutôt pour creuser ce manque-là en nous, un manque que Dieu seul peut pouvoir combler. Créer une place dans nos cœurs pour les plus pauvres. Et c'est ce à quoi nous invite ce temps de carême. À l'image de Saint Paul et des saints, chaque fidèle est appelé à saisir ce temps de carême pour faire grandir sa foi et répondre à l'appel de Dieu. L'effort que j'aimerais faire pendant ce temps de carême, c'est me rapprocher de Dieu, prier pour les autres et encourager les autres aussi à se rapprocher de Dieu. Vis-à-vis de mes enfants, je vais les exhorter davantage à prier et à travailler aussi et à mieux écouter les parents. Pendant ce temps de carême, je promets d'écouter mes parents, bien suivre le maître à l'école. Chaque fidèle chrétien catholique est invité à entrer en relation avec Dieu pendant ce temps quadragésimal. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Jacques Lemou de la radio Auréole. Monsieur le ministre, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la sécurité routière, on continue de constater sur nos routes des cas d'incivisme routier. Nous avons enregistré en 2022 652 cas de décès, 3534 cas d'accident. Alors, ma question, c'est de savoir si le projet de décret fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier viendra à bout de ces soucis connus. Les causes que vous avez relevées sont des causes que l'on observe depuis quelques années et sur lesquelles le gouvernement fait un travail de sensibilisation. Lorsqu'on parle d'incivisme sur nos routes, pour les questions d'incivisme, seule la sensibilisation et la pédagogie, voire la sanction, peuvent permettre de venir à bout de tels comportements. Le code de la route nous permet normalement de pouvoir circuler, que ce soit les cyclistes, les motocyclistes, les automobilistes, que nous puissions tous utiliser la même voie sans qu'il n'y ait de difficultés. Malheureusement, ce que l'on peut observer, on continue d'observer, c'est que certains ne respectent pas ces règles qui sont fixées. Et dès lors que ces règles ne sont pas respectées, les conséquences sont souvent dramatiques. Maintenant, pour en venir au code, pas au code, mais au décret qui a été pris, l'ambition qui est celle du gouvernement à travers ce texte, c'est véritablement de professionnaliser le secteur des transporteurs routiers. Mais en professionnalisant, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Rafraîchir les conditions d'accès au métier de transporteur routier, revoir également les qualifications requises pour être transporteur routier. Aujourd'hui, n'importe qui, muni d'un permis, peut se revendiquer transporteur routier. Or, le transport routier est un métier. Et parce que c'est un métier, il nécessite une qualification particulière pour pouvoir conduire des véhicules d'un certain gabarit sur les routes de notre pays. Donc, ce texte vise à encadrer le secteur, à veiller à ce que les règles qui pourront nous permettre justement d'avoir des professionnels de qualité, pouvant éviter
par ricochet des accidents, que ces professionnels-là puissent être encadrés et circuler sur nos routes de façon sécure. Lorsqu'on prend le deuxième projet de décret dont la lecture va continuer, on a évoqué des terminologies, je veux dire transporteur, auxiliaire de transport, intermédiaire. Alors, c'est des terminologies qui nous sont nouvelles aujourd'hui. Est-ce à dire que nous allons nous habituer à ces terminologies et qu'est-ce qu'il faut comprendre? En réalité, ce sont des terminologies qui, évidemment, viennent avec ce texte, mais qui ne nous sont pas familières comme terminologie, mais que nous pratiquons déjà au quotidien. Lorsqu'on parle d'intermédiaire dans ce texte-là, on pense par exemple au commissionnaire de fret ou on pense également au courtier de fret. Alors, un courtier de fret, c'est qui? C'est tout simplement un individu qui va mettre en relation un transporteur et quelqu'un qui a du fret, quelqu'un qui a des marchandises à faire déplacer. Un commissionnaire de fret qui est un intermédiaire parce que lui-même n'est pas au cœur de l'action. Il se charge du déplacement du fret de bout en bout sous sa responsabilité, mais pour le compte de quelqu'un. En fait, ce sont des opérations courantes que nous observons déjà dans le secteur du transport, mais qui sont désormais encadrées et enfermées dans des notions juridiques. Lorsqu'on parle d'auxiliaire de transport ici, on peut penser au loueur. Le loueur de véhicules, c'est un auxiliaire parce que lui-même n'est pas dans l'opération. Il va mettre à disposition un véhicule qui va se charger, avec un conducteur évidemment, de faire l'opération. Lorsqu'on parle de groupeur, par exemple, c'est un auxiliaire également. Le groupeur, lui, il va regrouper par exemple du fret et le mettre sur un seul véhicule, mais pour le compte de clients différents. Donc ce sont des pratiques qui existent déjà dans le secteur du transport et que l'on a révélées sous des notions juridiques. François Anibakide de Republic of Togo. Alors, comme vous venez de le dire, le transport est un métier à part entière et que n'importe quel kidam ne peut pas s'y aventurer. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui peut désormais être transporteur au Togo? Tout le monde peut être transporteur routier, mais attention, à certaines conditions. Vous pouvez être transporteur routier si vous savez conduire et si vous avez un permis de conduire de la catégorie indiquée. C'est la première condition. Mais c'est bien d'avoir un permis de conduire de la catégorie indiquée, de savoir conduire, mais au surplus, et par le jeu de ce texte-là, il va être désormais exigé un certificat de qualification professionnelle. Parce que le permis vous permet de conduire. Mais le permis ne vous permet pas d'exercer le métier de transporteur routier. Il vous faut avoir en plus cette compétence-là que vous obtenez en fréquentant des instituts de formation agréés dans la matière. Donc, en plus du permis de conduire, vous aurez à passer ce certificat de qualification professionnelle pour pouvoir accéder à ce que l'on appelle la conduite professionnelle. La conduite ordinaire est différente de la conduite professionnelle. Vous voyez? Donc ces exigences-là, couplées à d'autres d'ailleurs, puisque aujourd'hui, ce que l'on souhaite en adoptant ce décret, c'est d'aller vers des entreprises de transport, des entreprises qui sont formalisées et qui permettent aux différents collaborateurs de cette entreprise-là de pouvoir exercer leur métier dans des conditions optimales et pour le bonheur de la sécurité routière. Les deux tests que le gouvernement a examinés aujourd'hui sur le secteur des transports visent ensemble à professionnaliser ce secteur. Voilà. Et notamment, qu'est-ce qui sera fait au niveau des gares routières? Les gares routières participent de cette professionnalisation. Aujourd'hui, dans les gares routières, on a les professionnels du secteur qui se retrouvent
il y aura une catégorisation qui va se faire dans ces gares routières. Il y aura des affectations nouvelles pour ces gares routières. Est-ce que ces gares vont être considérées comme des gares de triage en fonction de l'organisation que l'on veut donner au secteur du transport? Parce que le transport, il est sectorisé, si vous voulez. Il y a le transport urbain qui n'est pas le même que le transport périurbain, le transport interurbain, le transport inter-État. Donc ce sont différents types de transports qui vont s'exercer désormais, et les gares routières vont constituer ce noyau-là qui va permettre, n'est-ce pas, aux différentes sortes de cette activité de transport de s'épanouir. Note de cadrage de la protection sociale au Togo. Voilà. On parle de système intégré. Voilà. Pourquoi parle-t-on de système intégré? Et à ce jour, quel est l'état des lieux de ce système intégré de protection sociale au Togo? La note de cadrage qui a été présentée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social permet en réalité de faire un point d'étape. Un point d'étape sur le système de protection sociale dans notre pays. Vous savez, la protection sociale dans notre pays prend différentes formes aujourd'hui. On peut penser par exemple au système de protection sociale qui est conduit par l'INAM, qui est celui qui est conduit par la Caisse de retraite du Togo, par la CNSS. Mais on peut penser aussi à School Assure, à ESU, et aux filets sociaux de base, qui sont autant de programmes sociaux qui visent à réduire la vulnérabilité de nos compatriotes, à leur donner un peu plus de résilience. Donc vous voyez bien que dans notre pays, il y a un développement de la protection sociale dans plusieurs secteurs. La loi sur l'assurance maladie universelle a été votée récemment, elle est en cours d'opérationnalisation. Donc tous ces mécanismes-là gagnent à être intégrés. Nous devrions avoir une approche multisectorielle pour être nettement plus efficace. Et cette note de cadrage vise à poser les bases de cette approche multisectorielle, cette approche intégrée qui permet de fédérer ou en tout cas d'avoir une analyse de tous les mécanismes et de les orienter vers des résultats beaucoup plus précis en identifiant mieux les bénéficiaires, en organisant mieux le financement du système de sécurité sociale. Donc l'approche intégrée vise cela. Isaka Aruna de la télévision togolaise. Le Conseil a suivi une communication relative à la digitalisation des services publics de l'administration. On sait que c'est dans le but de faciliter le service au sein de l'administration publique. Et quand on parle de digitalisation, on pense tout de suite à la connexion Internet. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer la disponibilité de la connexion Internet pour pouvoir faciliter cette digitalisation? La digitalisation ne se fera pas sans une connectivité optimale. Le gouvernement à pied d'œuvre, et la semaine dernière, le Conseil il a été rendu compte au Conseil d'une action qui va dans ce sens-là, à savoir l'évolution de la construction de la chambre d'atterrage du câble Equiano de Google. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes branchés sur un câble et l'ambition du gouvernement, c'est de se brancher sur 2 à 3 câbles pour favoriser une connectivité plus grande. Donc, ce travail-là est en train d'être fait, il va dans le sens de l'amélioration de la connectivité dans notre pays. Mais au-delà de cela, le gouvernement a un dialogue en permanence avec les opérateurs. Ce dialogue-là, qui est conduit notamment par l'autorité de régulation, nous permet au quotidien de suivre l'évolution de l'accès de nos compatriotes à l'Internet. Je sais qu'il y a une étude qui est parue récemment et qui indique que près de 6 millions de nos compatriotes sont connectés à Internet. Il faut maintenir cette couverture-là et accroître la qualité de la connexion. Aujourd'hui, en tout cas sur le backbone, l'axe Lomé jusqu'à Daparan, vous pouvez vous connecter. Maintenant, lorsque vous rentrez dans les terres, éventuellement, vous aurez des zones où la couverture est moins bonne, où elle n'est pas assez qualitative. Et un travail continu est en train d'être fait pour l'améliorer. Parce qu'il est clair que le processus de digitalisation du service public ne peut être efficient sans la connectivité.
Donc le gouvernement en a pleinement conscience et continuera à œuvrer dans ce sens. Avec la digitalisation du certificat de nationalité, le gouvernement encourage les populations, celles des détentrices de l'ancien format, à migrer vers le nouveau format. Cette migration sera-t-elle gratuite ou payante? La question de la migration a d'abord un objectif. Il faut le souligner. Les nouveaux formats sont plus sécurisés. Les nouveaux formats sont plus sécurisés et sont plus rapides à délivrer, si vous voulez. Plus sécurisé voudrait dire fiabilité sur tout le long du processus. Une fois que vous avez le nouveau format, la demande de duplicata est nettement plus facilitée. Avec l'ancien format, vous ne pouvez pas demander de duplicata plus facilement. Alors, l'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que tous nos compatriotes aient désormais le nouveau format. Et cette migration, qui est un souhait, parce que le processus de digitalisation en dépend. Est-ce qu'on peut passer au tout gratuit pour cette migration? Je crois que la question mérite d'être posée. Ce qui est certain, pour l'heure, c'est que les coûts d'une telle migration ne sont pas budgétisés. Donc, à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'annoncer ou d'affirmer la gratuité de la migration, mais la question fera l'objet de réflexion. Par rapport au casier judiciaire, la mise en œuvre a été faite il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan? Le bilan de la digitalisation du service de casier judiciaire est positif. On peut l'affirmer. Le bilan est positif. Il est positif parce que auparavant, on n'en délivrait pas beaucoup au regard de la difficulté que cela pouvait représenter de se déplacer de son lieu de résidence à son lieu de naissance pour obtenir un tel document. Aujourd'hui, à n'importe quel endroit où vous vous situez sur le territoire, vous pouvez commander en ligne un casier judiciaire et vous le faire livrer là où vous le souhaitez. Et un élément important qui a d'ailleurs expliqué ce succès, c'est le maintien du coût, malgré la digitalisation, le coût est resté à 500. En gros, si on veut illustrer, c'est tout comme si vous faisiez un trajet en taxi normalement et que ce trajet-là était facturé à 500 et que désormais vous le faites dans un véhicule de dernière génération climatisé au même prix. Nos compatriotes ont adhéré au processus, ce qui entraîne d'ailleurs un niveau nettement plus bas de réclamation. Il n'y a plus de difficultés sur la délivrance et au surplus, le nombre de demandes s'est accru. On est à plus de 350 000, alors qu'auparavant, on était difficilement à 50 000 demandes par an. Donc, on peut dire que le bilan est positif. Désormais, l'ambition, c'est de déjà maintenir l'existant, mais de monter en capacité en termes de délivrance du casier judiciaire, d'ajouter de nouveaux services à ce service existant déjà pour accroître ou améliorer le parcours utilisateur de nos compatriotes. Le Conseil a également écouté une communication relative à l'ouverture des crèches et garderies d'enfants au Togo. On sait que c'est une activité qui existe depuis fort longtemps. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cet intérêt à ce secteur à l'heure-là par le gouvernement? Alors, c'est vrai que dans notre pays, les habitudes ou la coutume, c'est plutôt d'avoir, lorsqu'on a un métier ou une profession, de recruter une servante ou une assistante pour garder les enfants lorsque les parents sont au service, comme on dit. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'on observe certaines structures qui s'installent et qui proposent le même service sous la forme de crèches et de garderies. Et puis, au surplus, ces servantes et ces assistantes
gagnent elles aussi à être formées ou à continuer à être formées. Donc, au vu de tous ces éléments-là et en raison des ambitions du gouvernement de permettre à chacun de pouvoir exercer le métier de son choix, le gouvernement a entrepris de faire une étude sur l'existant en termes de crèches et de garderies. Parce que si l'on doit confier nos enfants à des structures, quelles qu'elles soient, il faut à minima que ces structures respectent des normes et des standards, tant dans l'infrastructure d'accueil que dans les professionnels même qui sont chargés d'accueillir nos enfants. Ce qui impose de regarder ce qui se fait et de proposer un encadrement du secteur. Donc la communication vise effectivement à faire cet état de lieu-là et à proposer une réglementation qui viendra encadrer le secteur et nous permettra de disposer de ces services désormais qui sont rentrés dans notre quotidien et qui nous facilitent justement le quotidien. Il y a une étude ou bien un état des lieux qui va être fait sur ce secteur de crèches et garderies. Mais en attendant, est-ce que le gouvernement a déjà une idée sur les nouvelles dispositions qui doivent maintenant encadrer l'ouverture de ces crèches et garderies? Alors, pour l'heure, l'état des lieux a révélé une trentaine de crèches-garderies existantes sur toute l'étendue du territoire, avec une concentration plus importante à Lomé. Une idée, certainement, il y a des normes et standards qui existent par ailleurs sur lesquels le gouvernement va travailler et sur la base des études qui sont réalisées, la proposition de décret viendra en Conseil des ministres pour être débattue et être portée à la connaissance de nos compatriotes. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Farandais et Pessari dans l'Abina. Excellent suite de notre programme. Au revoir.